Il y a quelque temps, j'avais eu une conversation avec quelqu'un en réunion qui m'avait dit quelque chose d'assez curieux. Il m'avait dit, je pense qu'on devrait, sur des projets, atteindre 97% de qualité et pas plus. Oui, parce que si on commence à faire de la surqualité, c'est qu'on a fini de faire de la valeur et que, du coup, on a le temps de faire autre chose. OK. Intéressant. Alors déjà, je ne suis pas souvent très sûr de ce qu'est la qualité, la surqualité. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la manière d'apprendre de la valeur de cette personne-là, il n'y arrivait pas. Donc la manière dont il l'a fait, c'est qu'il a cherché autre chose, dont il s'est dit c'est un bon représentant indirect de ce qu'est la valeur. Et en fait, c'est un problème qu'on a assez souvent, c'est que la valeur, c'est un truc, c'est souvent intangible. Et on a du mal à en trouver une représentation. Bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Adinky, je suis coach agile chez Zenica. Et donc on va passer le temps qui nous reste ici à essayer de décortiquer ce qu'est cette valeur. C'est pas très pratique mon truc. Alors, déjà la première chose, c'est que souvent quand on parle de valeur, en réalité on parle de revenus. Et une bonne matérialisation de cette chose-là, c'est cette notion de ROI dont on parle. Alors, quand on est sur des projets agiles, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a des fonctionnalités, on leur met une valeur qui va entre 1 et 1000. Alors c'est un nombre abstrait, ça pourrait être des fraises Tagada, ça pourrait être n'importe quoi. Et on met 1 et 1000. Et puis derrière, on calcule le ROI. Alors qu'est-ce qu'on fait pour calculer le ROI? On prend ce nombre-là, on le divise par le coût qu'il y a eu à développer ce truc-là, puis on dit ça c'est le retour sur investissement. Donc le postulat de ce truc-là, c'est que la relation entre ce nombre, cette valeur et le revenu, ça a une espèce de constante qui transforme les fraises Tagada en euros. Hein. Donc une espèce de relation directe. Hélas pour nous, c'est pas tellement vrai cette chose-là. En fait, les choses sont plus compliquées que ça, et c'est ce qu'on va voir pendant cette présentation. La relation entre les deux n'est pas directe, mais du coup, pour aborder les choses d'une manière qui soit relativement simple, on va s'intéresser justement au revenu. On va regarder cette notion-là pour voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, commençons ici. Le revenu. Alors, c'est quoi le revenu? Bon, on pourrait dire que c'est ça, et globalement c'est ça. C'est le prix de ce que vous avez multiplié par le volume, le nombre de fois que vous le vendez. Alors, elle est où l'incertitude dans cette formule? Sur quoi vous allez avoir pas mal de risques ou de problèmes? Évidemment, c'est le volume. C'est le volume. Est-ce que vous allez en vendre 10? Est-ce que vous allez en vendre 100? Est-ce que vous allez en vendre 1000? Alors ça dépend de pas mal de choses, ce truc-là, notamment par exemple du segment de marché que vous allez attaquer. Donc pas mal d'incertitude là-dessus. Et puis ce qu'on doit noter aussi, c'est que le revenu n'est pas le bénéfice, évidemment. C'est juste la somme d'argent que vous avez encaissée. Donc, on va regarder de près ce bénéfice, et puis on va demander avec un mec en costume cravate qu'est-ce que c'est que le bénéfice. Donc, il va venir et puis il va vous dire comme ça, le profit, c'est le revenu moins le coût. Merci beaucoup, ça sera tant. D'accord? Alors, c'est intéressant, mais surtout quand on regarde ça, on va s'apercevoir de quelque chose. C'est que le coût et le bénéfice n'arrivent pas en même temps. Le coût, il commence dès le départ. Notamment si vous faites un projet, il va falloir payer votre équipe de développement. Vos développeurs, ils ne vont pas tellement accepter d'être payés dans 6 mois ou quelque chose comme ça. Ils attendent d'être payés chaque mois. Vos bénéfices, eux, ils vont arriver un petit peu plus tard, quand vous allez commencer à vendre, ici. Donc vous voyez bien qu'entre les deux, vous allez avoir un souci. Et c'est là qu'on voit que notre revenu il est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. C'est qu'entre les deux, eh bien, cet argent-là, il va falloir le financer. Alors, votre directeur financier va vous dire, eh ben, écoutez,
votre coût, votre équation ici, elle n'est pas tout à fait juste parce que vos bénéfices, c'est une fonction du temps. Quand vos bénéfices arrivent tard, il faut les financer sur le marché financier. Il va falloir emprunter pour pouvoir payer vos salaires pendant ce temps-là. Et ce, même si vous avez la trésorerie pour ça, parce que si vous avez la trésorerie, votre directeur financier va vous dire « Ben oui, mais cet argent-là, je ne le fais pas travailler pendant que j'utilise pour payer mes salaires. » D'accord. Donc là, on va arriver à, et je m'en excuse par avance, à mon slide le plus rugueux de la présentation, c'est quoi un modèle de cash flow? C'est ça. Et donc, notre modèle de revenu, qu'est-ce que c'est? C'est un coût, ici, un bénéfice qui arrive à un moment donné, et pendant toute une période, donc notre produit va nous coûter, va nous coûter, va nous coûter, je vais commencer à vendre, et puis là, on va remonter la pente jusqu'à tomber à un point, le point d'équilibre, ce que les anglo-saxons appellent le break-even, où là, je commence à être un peu en équilibre, et évidemment, mon coût, je dois aussi mon bénéfice, pardon, je dois aussi le minorer de son financement, ce qui correspond à la magnifique formule ici. On ne va pas la détailler parce que je ne vais quand même pas aller jusque-là. Par contre, si vous voulez briller dans les salons, ça c'est intéressant. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le discount factor. C'est ce qui permet de minorer la valeur future. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que votre valeur future, si vous la ramenez à l'instant présent, elle vaut moins cher parce qu'elle est minorée du coût du taux d'intérêt sur les marchés financiers. Ça va jusque-là? Ouais, on va dire que ça va. Voilà. Donc, notre modèle de revenu, on vient de voir un truc, c'est que le facteur temps, il est important. Il est même primordial. En fait, votre directeur financier va même vous dire un truc. Il va vous dire, votre modèle ici, non seulement mon risque, il est lié à ce truc-là, qui est le point le plus bas, mais il est lié aussi à cette durée-là. Donc en fait, d'une certaine manière, mon risque, il n'est pas seulement en fonction de mon maxima ici, il est fonction de la surface de toute cette partie-là. Dit autrement, plus mon produit peut commencer à me rapporter tôt, moins je suis en risque. D'abord parce que mon maxima ici est moins élevé, mais surtout parce que le truc qu'on n'a pas dit, on se le garde pour nous, mais je pense qu'on a tous bien vu, c'est que ça, quand on est ici, on n'en sait rien. On ne sait pas combien notre produit va nous rapporter. C'est une grosse hypothèse, ce truc-là. Alors, ramené au domaine informatique, on se dit comment, pour développer un produit, même un produit qui ne serait pas un produit informatique d'ailleurs, comment on pourrait exploiter cette chose-là. Donc il y a des gens au début des années 2000, ils ont développé une petite méthodo, oui je sais, je parle de méthodo, j'aime pas tellement parler de méthodo, mais j'en parlais quand même, qui s'appelle l'Incremental Funding Methodology. Yes! L'Incremental Funding Methodology, en fait, c'est un truc assez simple dans le principe. Ça demande pas mal de calculs et ça demande de l'Excel. Et en gros, ça consiste à se dire, bien, pour établir ma stratégie de priorisation des fonctionnalités qu'on va développer, on va regarder notre modèle de cash flow et se dire que mes fonctionnalités, elles sont dépendantes d'un coût de développement, certes, et de flux futurs qui vont nous rapporter. Et donc, je vais prioriser mes fonctionnalités plutôt en fonction des flux financiers qui sont censés me rapporter, plus qu'en termes de coûts de développement et de choses comme ça. Donc, on fait des jolis Excel comme ça, ici. Et aussi, ça nous oblige, cette fameuse IFM, à se demander, oui, mais c'est quoi notre granularité de ces bidules qu'on a là? Et en fait, vous n'avez probablement pas entendu parler de l'Incremental Funding Methodology parce qu'il y a eu son heure de gloire entre 2000 et 2002, hein, c'est assez ancien. Par contre, il y a un truc qui est resté de cette chose-là, c'est l'idée que ce qui va nous servir à prioriser notre granule, ça ne va pas être tellement la fonctionnalité en elle-même,
mais ça va être un ensemble, un cluster de fonctionnalités qui est marketable. C'est-à-dire qui peut nous rapporter quelque chose. Et cette notion-là, en fait, on l'utilise encore aujourd'hui. Les gens ignorent que ça vient de ce truc-là, de l'incremental funding méthodologie. Et on appelle ça le minimum marketable feature. J'ai pas trouvé d'image pour le MMF, donc j'ai détourné une autre pour me servir de cette chose-là. L'autre petite chose intéressante par rapport à ça, c'est que même aussi loin qu'au début des années 2000, les auteurs, alors, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Software by Number, je ne sais pas si on le trouve encore, hein, mais il n'est pas très bon d'ailleurs. Les auteurs de ce bouquin-là, ils ont identifié quelque chose, c'est que ce MMF n'est pas nécessairement uniquement un facteur économique, c'est-à-dire d'économie d'argent ou de génération de revenus, ça peut être d'autres facteurs qui sont plus indirectement liés aux revenus. Comme par exemple être différenciant par rapport à de la concurrence, ou être capable de fidéliser des clients de manière à ce qu'ils reviennent. Alors oui, au final, ça se traduit par du revenu, mais ce n'est pas directement du revenu quand même. Voilà. Alors, puisqu'on parle de facteur temps, un petit supplément qu'on peut rajouter, c'est que le facteur temps n'est pas nécessairement uniquement linéaire. Là, on a vu avec notre modèle de cash flow que finalement, plus nos bénéfices arrivent tard, plus le manque à gagner d'une certaine manière est important. Donc, on a une espèce de modèle linéaire, mais ce qu'on appelle le coût du délai n'est pas forcément linéaire. Typiquement, des gens qui savent ça, c'est ceux qui travaillent dans le domaine du jeu. Les gens qui travaillent dans le domaine du jeu, ils savent qu'il y a une date à ne pas rater, c'est Noël. Et donc, ils sont dans ce modèle-là, les gens qui travaillent dans le domaine du jeu. Là, il y a Noël. S'ils ratent Noël, ça leur coûte cher. Donc ce facteur temps, il peut même être encore plus important qu'on pense. Ça marche pour le domaine du jeu, mais ça marche aussi, par exemple, si vous travaillez dans un domaine réglementaire, vous travaillez par exemple dans des systèmes de paye, eh bien, régulièrement, de nouvelles réglementations arrivent, il ne faut pas rater la date. Si vous ratez la date pour mettre en place les fonctionnalités nécessaires pour une gestion de paye, eh bien, votre système n'est plus conforme à la réglementation, hop, les gens vont partir chez les concurrents, ça va vous coûter cher. Voilà. Donc voilà, notre modèle de revenu, on voit que c'est un truc qui peut être assez compliqué et surtout qu'il y a un facteur super important là-dedans qui est le temps. Alors, je vous l'ai dit, le revenu, ce n'est pas forcément la même chose que la valeur. Alors, pour débuter sur la valeur, je voudrais vous présenter quelqu'un et quelque chose. Le quelqu'un, c'est la personne qui est là. Il s'appelle Steve Sassoon. Ce qu'il a présenté, ça se voit, c'est un appareil photo numérique. Le premier appareil photo numérique. Il est gros, il est cher, il n'est pas pratique. Il y a une résolution pourrie, 300 pixels en largeur. Mais, on est en 1975. Les managers de ce gars-là ne s'y sont pas trompés. Quand ils ont vu ça, ils ont dit « Monsieur, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. Nous espérons que nos concurrents n'en entendront jamais parler. » Pourquoi ont-ils dit ça? Pourquoi ont-ils dit ça? Faut peut-être que, pour le comprendre, que je vous précise un détail. Steve Sassoon travaillait chez Kodak. Kodak a créé le premier appareil photo numérique. Seulement à cette époque, Kodak faisait beaucoup d'argent avec l'argentique, avec la pellicule. Pour de bonnes raisons d'ailleurs. Des produits fantastiques. Kodachrome, truc extraordinaire. Et évidemment, ils ne voulaient pas voir ces bénéfices formidables fondre comme neige au soleil. Donc, ils ont continué à miser ce qui était pour eux du revenu. Ils ont enterré ce truc-là. La suite de l'histoire, on la connaît. Ils se persévéraient dans l'argentique aussi loin que possible. Et ça leur a coûté leur peau, finalement. Alors,
Alors, c'est quoi la conclusion de cette petite chose-là? C'est que la valeur, c'est pas le revenu. Finalement, la valeur, d'une certaine manière, ça va être un choix que vous allez faire. C'est un choix. Et ce choix, il faut le voir un petit peu comme un connecteur. La valeur, c'est un connecteur entre un utilisateur et un produit. La valeur, ce n'est pas vous qui la définissez. La valeur, elle est dans les yeux de votre utilisateur. Et finalement, en choisissant le segment, les personnes auxquelles vous allez vous adresser, vous allez faire un choix de connecter ce type d'utilisateur à votre produit. Et les choix sont nombreux. Et vous voyez, ils ne sont pas uniquement économiques. Votre choix, ça peut être sur des valeurs éthiques. Vous avez des labels maintenant pour de l'économie durable et des choses comme ça. Et la valeur, elle est littéralement dans une valeur partagée entre vous et la personne qui va émettre ce label. Et au final, ça se traduira par du revenu. Mais la véritable valeur, elle est située là. Donc en parlant de ça, nécessairement, on parle d'autre chose, qui est un facteur essentiel au niveau de la valeur, c'est la segmentation de marché, la segmentation de vos utilisateurs. Donc plus vous segmentez votre marché finement, plus vous êtes en mesure d'identifier la valeur qui matche avec ce segment de marché. Moi, il y a quelques temps, comme ça, j'ai été amené à coacher quelqu'un dans l'entreprise où j'intervenais. Leur manager me disait « Bon, ce gars-là, on ne sait pas trop s'il a sa place, il ne semble pas tellement motivé par ce qu'il fait, etc. » Bon, j'étais le voir, il souhaitait être coaché, justement, ça tombait bien. Donc, on a passé quelques temps ensemble. Le résultat de mes séances de coaching, c'est qu'il a fini par demander un temps partiel dans la boîte. Ce n'était pas tellement prévu, mais demander un 3/5e. Parce qu'en fait, il s'est aperçu que ce qui intéressait, c'était des jeux vidéo sur mobile. Donc, il a voulu faire ça. Et puis, je lui ai parlé de segmentation de marché aussi à ce garçon-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé sur cette segmentation de marché. Alors, le gars, il bossait quand même à temps partiel sur ces jeux pour mobile, 2/5e, et il était tout seul. On connaît un peu le marché du mobile dessus. On se dit, les chances de succès de ce garçon sont quand même un petit peu faibles. Et qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il s'est dit, je suis tout seul, j'ai pas beaucoup de temps libre, donc je vais segmenter mon marché comme un malade. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est intéressé au marché du jeu mobile. Il est d'origine africaine, donc il s'est intéressé à des choses comme coloration africaine et sur du développement durable. Donc des choses qui sont très segmentées. Donc globalement, il s'est trouvé un segment où il était tout seul. Voilà. Alors, il n'a pas fait fortune, en tout cas pas pour l'instant, mais il a quand même réussi à faire la une de BBC News, le gars, en étant tout seul sur son truc. Donc la segmentation de marché, ça marche. Plus vous êtes petit, plus vous avez intérêt à segmenter votre marché. Alors, une segmentation de marché, ça peut être des choses aussi qui ne sont pas forcément très high-tech. Un segment de marché, ça peut être aussi une queue de comète de marché. Imaginons quelque chose. Vous voulez promouvoir les médecines alternatives et vous dites, tiens, une queue de comète, c'est des trucs qu'on ne fait plus. Donc, on va s'intéresser, je vais devenir le spécialiste français de la saignée. Mon marché, il est tout petit. Hein. Mon marché, c'est les gens qui ne croient pas à la médecine moderne, qui croient uniquement à la saignée. Et puis, mon marché, en plus, il se rétrécit parce qu'au fur et à mesure que je soigne les gens, ils finissent par défuncter, donc j'ai de moins en moins de clients. Mais cela dit, je suis tout seul sur mon marché, donc je peux faire les prix que je veux. Voilà. Pour peu que j'échappe à la marée chaussée, je peux très bien vivre. Voilà. Alors, ce marché des queues de comète, c'est un marché qui existe. Et je vais vous redonner un autre exemple, toujours dans le domaine de la photo et de l'argentique. Le passage au numérique, ça a été un grand choc pour tous les gens qui ont travaillé dans l'argentique. Et il y avait un des acteurs qui a commencé à voir un petit peu que la température n'était pas très bonne pour lui. C'est Ilford.
Alors, dans la première moitié des années 2000, Ilford, ils ont vu que ça commençait qu'ils commençaient à être en risque, donc ils ont divisé la société en plusieurs morceaux. Comme ça, ils se sont dit, s'il y en a un qui coule, évidemment, ils pensaient à la photo, ça ne va pas entraîner les autres par le bas. Donc, je crois qu'ils l'ont divisé en 3 entités. Effectivement, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui ont coulé. Sur les 3, il y en a 2 qui ont coulé, et celle qui a continué à bien marcher, c'est celle-là, c'est celle de la photo. Celle de la photo. Donc, Ilford continue à très bien vivre dans la photo. Et pourquoi ils vivent bien? C'est parce qu'en fait, leur segment de marché, c'est un segment qui est très fidèle. Leur spécialité, c'est le noir et blanc. Donc, les pellicules et puis tout ce qui est développement, tirage noir et blanc. Et donc, aujourd'hui, ils ont un segment qui s'est quand même un petit peu rétréci, mais qui est très fidèle. Et ils ont même augmenté leur prix. J'en sais quelque chose. Et donc, ils sont parfaitement profitables. Et ce qu'ils disent, Ilford, c'est qu'ils seront les derniers hommes debout dans le marché du noir et blanc. Et c'est probablement ce qu'ils feront. Donc, on peut vivre dans les marchés difficiles en étant un dernier sur notre segment. Alors, on va parler aussi, évidemment, de valeur économique. Et pour parler de valeur économique, on va parler d'un truc qui est sympa, on va parler de la vie humaine. Hein? On peut mettre une valeur économique sur la vie humaine. Est-ce que vous savez comment est fixé le prix des médicaments? Il y a au moins une personne ici qui le sait, et je vais lui demander de ne pas répondre. Alors, bon, il y a plusieurs cas de figure. Bon, il y a le cas de figure des médicaments qui correspondent à des médicaments qui existent déjà, mais le cas qui est intéressant, c'est les médicaments qui sont nouveaux sur une maladie donnée. Alors en fait, comment on va le faire? On va s'intéresser à un truc qui s'appelle le SMR, le service médical rendu. Imaginons qu'on est aux États-Unis, mais en France, c'est un peu la même chose. Que va faire le laboratoire? Il va aller rencontrer les assurances là-bas, puisque tout est géré par les assurances, et dire, voilà, on a ce médicament-là, à votre avis, combien vaut-il? Donc qu'est-ce qu'ils vont regarder, les assurances? Ils vont regarder comment on soigne aujourd'hui cette maladie. Donc, des soins palliatifs, traitement à l'hôpital, chirurgie. On prend tous ces coûts-là, et puis on regarde, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il n'y a plus besoin de faire si j'utilise ce médicament? Donc on prend ce différentiel, on rabat 10%, et c'est bien le prix du médicament. Donc le prix du médicament, il ne correspond pas au prix de la molécule, etc. Il correspond à l'économie qu'on fait en passant du traitement soins palliatifs, etc., au médicament. Je n'ai pas mis cette photo-là par hasard. Ce médicament, le coût annuel de traitement avec ce médicament aux États-Unis, c'est 400 000 $. C'est un des plus chers, quand même. Alors, un autre point intéressant aussi, c'est que dans nos produits informatiques, on a l'habitude de dire que la valeur, elle est proportionnelle à la fonctionnalité. Ah, c'est pas vrai du tout, hélas. Enfin, hélas, ou peut-être tant mieux d'ailleurs. Un bel exemple de ça, c'est pour ceux qui sont fans de hi-fi, c'est Bang & Olufsen. Pas mal ici, j'imagine, connaissent au moins 2 noms, Bang & Olufsen. Donc, ils font de la hi-fi et leur truc, c'est de faire de la hi-fi avec une bonne expérience utilisateur, puis surtout un design à couper le souffle. Et donc, ils vendent très cher ce qu'ils font. Et ils sont assez fiers de dire que sur leur matériel hi-fi, il y a plein de fonctionnalités qui n'existent pas, qu'il n'y a pas, volontairement. Donc, ce qu'ils vendent en réalité, c'est un art de vivre, c'est une appartenance à des gens qui font partie de la caste, des gens qui ont du Bang & Olufsen chez eux. Et en fait, c'est ça, leur valeur, c'est ça. Et du coup, des boîtes comme Bang & Olufsen, ils développent un savoir-faire en termes de design, d'expérience utilisateur qu'ils peuvent utiliser aussi ailleurs. Bang & Olufsen, ils ne le font pas tellement, mais j'ai mis un petit exemple là, en bas à droite, vous voyez un truc bizarre. En fait, c'est un dessous de bouteille de vin. Ils vendent un truc, un support à bouteille de vin. Donc c'est une espèce de disque en métal légèrement concave, comme ça, si ça coule, ça ne va pas sur la nappe et tout. Et comme ils disent sur leur site web, c'est very expensive, but very exclusive. Alors, c'est intéressant cette chose-là parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que une entreprise développe en fait surtout finalement en développant ses produits un savoir-faire.
autour de quelque chose. Et mon dernier exemple, dans le domaine de la photographie argentique, hein, c'est un peu mon fil rouge, ça va être Fujifilm. Fujifilm était le grand concurrent de Kodak. Et eux aussi, ils ont senti le vent tourner. Alors Fujifilm fait partie d'une grosse holding qui s'appelle Fuji et qui fait plein de choses, y compris de l'industrie lourde, etc. Donc vous imaginez bien que pour une grosse boîte comme Fuji, bon, Fujifilm, ça rapportait bien, mais larguer les amarres sur Fujifilm, ça les inquiétait pas plus que ça. Par contre, les gens de Fujifilm, eux, ils n'étaient pas prêts à se laisser enterrer comme ça et ils se sont posé la question de se dire ok, demain, l'avenir, c'est quoi pour nous? Et ils se sont dit, bon, ok, on travaille dans l'industrie chimique, donc on sait des choses là-dessus. Et puis ils se sont aperçus d'un truc, c'est que pour développer leur film, ils avaient développé une compétence tout à fait unique sur la gestion d'un antioxydant qui est très très bon, mais qui est super dur à gérer, à maîtriser. Et cet antioxydant leur permettait de protéger les films contre les rayons ultraviolets. Et à un moment donné, ils se sont dit, ouais, protection contre les ultraviolets, ça rappelle quelque chose. Et il y a d'autres gens qui utilisent ça. Et donc, du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils sont mis à développer une activité complètement différente, de la cosmétique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces produits-là, Astalift, mais en Asie, il paraît que ça cartonne, cette chose-là. Et ils ont utilisé leur savoir-faire sur les antioxydants pour développer ça. Puis ensuite évidemment, d'autres choses. Donc, finalement, notre conclusion là-dessus, c'est que l'entreprise, c'est en fait un transformateur de savoir-faire en valeur. Et la question que vous pouvez vous poser en tant qu'entreprise, c'est de dire, ok, j'ai délivré de la valeur sur quelque chose, mais finalement, quel est mon savoir-faire qui permet de délivrer cette valeur-là? Le savoir-faire, je peux peut-être l'utiliser pour délivrer de la valeur ailleurs. Alors, pour conclure sur la partie valeur, j'ai encore une autre partie derrière, je vous rassure, je vais soumettre cette question à votre sagacité. Est-ce que ce serait possible d'avoir de la valeur négative? Donc je ne vais pas répondre à cette question-là, je vais vous laisser répondre. Mais pour alimenter votre réflexion, j'ai envie de vous présenter Thomas Mingley Jr. Thomas Mingley Jr. est quelqu'un qui a réussi l'extraordinaire performance d'empoisonner la planète. 2 fois. La première, en développant un antidétonnant pour les carburants de voiture, qui est le plomb. Vous voyez ce que je veux dire. Deuxième, un petit peu plus tard, en utilisant pour les aérosols un agent pulvérisant qui est le CFC. Vous savez, celui qui attaque la couche d'ozone en haut. Quand même assez fort. Alors, destin tragique quand même pour ce brave homme qui a été atteint de poliomyélite sur la fin de sa vie. Et en tant qu'inventeur, il avait inventé un dernier truc, c'était un système de courroie et de poulie pour pouvoir se lever de son lit. Et on l'a retrouvé un beau matin décédé, mort étranglé par sa propre invention. Voilà. Parlons mesure pour terminer. Alors, c'est un sujet qui fait débat dans la petite communauté agile. Est-ce qu'on doit mesurer? Est-ce qu'on ne doit pas mesurer? Certaines personnes qui disent oui, mais si on mesure, on risque de mesurer à côté, et si on mesure à côté, c'est un vrai problème. C'est vrai. Donc, la question, ça va être un peu commencer par quoi mesurer. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, certainement, l'histoire de ce gars comme ça qui est penché sous un lampadaire. Donc, il y a quelqu'un qui arrive qui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, bah, je cherche mes clés de voiture. Il dit, elles sont tombées là, vos clés de voiture? Il dit, non, non, elles sont près de ma voiture, qui est là-bas en face. Et pourquoi vous regardez ici à ce moment-là? Bah, ici, il y a de la lumière. Voilà. Et c'est souvent un petit peu ce qu'on fait quand on essaye de mesurer. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas forcément ce qu'il faut, on mesure ce qui est facile à mesurer. Le cas le plus flagrant, que vous avez probablement souvent croisé, c'est quoi le critère de succès de votre projet? C'est dans le périmètre et dans les délais. Parce que c'est ce qui est facile à mesurer, finalement. Est-ce que ça mesure que votre produit est une réussite? Je ne sais pas trop. Imaginez-vous rencontrer votre manager, et votre manager il dit « Alors, votre projet, c'est un succès ?» Il dit « Ouais, c'est un sacré succès. »« Ah ouais, d'accord, quels sont les chiffres ?»« On a respecté le budget,
on est dans le périmètre. Pas flagrant hein, comme discussion avec le manager. Donc en fait, la question du quoi mesurer, c'est mesurer quelque chose qui est relatif à ce qu'on souhaite avoir. Quand on développe un produit, on développe un service, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, on s'attend à ce qu'on ait dans le futur une situation qui soit différente de la situation de l'instant présent. D'accord? Donc comparons ces deux situations et regardons ce qu'elles génèrent de différent. Et c'est cette différence qu'on va essayer de mesurer. Douglas Hubbard, dans son bouquin qui s'appelle How to Measure Anything, qui est un peu le bouquin de référence sur tout ce qui concerne les mesures, donne l'exemple de l'opéra de Sydney. En fait, dans cet exemple-là, les gens qui géraient l'opéra de Sydney se disaient on veut changer de direction artistique, mais on veut savoir si effectivement ça va avoir un impact. Et l'impact qu'ils attendaient, c'est plus d'enthousiasme, plus d'émotion de la part des gens qui vont assister aux opéras dans cet opéra de Sydney. Donc ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire des enquêtes de satisfaction par rapport à ça. Alors ok, enquête de satisfaction, vous allez recevoir des résultats, mais est-ce que c'est pertinent? C'est assez facile, je ne vais pas dire de mentir, mais des fois de faire plaisir et puis de surévaluer ce qu'on va avoir dans cette enquête de satisfaction. Donc ils se sont dit non, ça va pas être pertinent. Et ce qu'ils ont fini par mesurer, c'est les standing ovations. Ils ont mesuré le nombre de standing ovations. Alors est-ce que c'est précis le nombre de standing ovations? Pas du tout. C'est pas du tout précis. Si vous avez 54 standing ovations à la place de 49, c'est presque la même chose, en réalité. Par contre, si vous en avez 70 à la place de 50, là, ça commence à être différent. Donc, c'est pas précis. C'est vachement moins précis que l'enquête de satisfaction. Mais c'est beaucoup plus pertinent. Parce que ça se déguise pas, la standing ovation. Vous avez le truc, ça vous touche, vous levez, vous applaudissez. D'accord? Donc, s'il faut mesurer, c'est le truc pertinent. Et en réalité, dans la mesure, c'est presque le truc le plus difficile, c'est trouver quoi mesurer. Pourquoi mesurer? Pourquoi mesurer? Alors, là aussi, il faut faire attention. Si vous mesurez un truc, c'est que cette chose-là doit vous permettre de prendre des décisions, d'enclencher des actions. Mesurez pas un truc en disant « je pense que c'est intéressant ». J'entends ça, j'entends des gens qui me disent en toute bonne foi, non mais ça ce truc-là, c'est intéressant. En fait, le problème de faire ça, c'est que vous risquez de créer une espèce d'écran de fumée autour de vos projets et de mesurer des choses qui ne vont pas être pertinentes, qui ne vont pas vous apporter réellement de choses. Donc, le faites pas. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, quelqu'un qui mesurait mois par mois le nombre de jours de congés pris par des consultants. Mais en réalité, ce truc-là, vous pouvez enclencher aucune décision. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire aux gens, arrêtez de prendre des congés. Ça n'a pas très bien marché. Est-ce que ça va remettre en cause vos priorités sur votre produit? C'est aussi assez peu probable. Alors peut-être que dans un coin, il y a une décision qu'on peut prendre. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, si vous mesurez quelque chose, il faut que cet indicateur soit déclenchable, vous puissiez prendre une ou des décisions. Et plutôt des décisions d'ailleurs, puisque finalement la vie d'un produit, ce n'est pas une grande décision, c'est des successions de petites décisions. Et en ligne, ce qu'on lui dit, c'est de pouvoir visualiser le challenge, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et du coup, de pouvoir faire des petites corrections et de suivre l'impact de ces corrections sur cette valeur qu'on veut suivre. Votre nombre de standing ovation. Tiens, je suis passé à 80. Voilà. Qu'est-ce qu'une mesure? Qu'est-ce qu'une mesure? Le problème assez souvent, c'est que des gens me disent « Ouais, mais ok, on aimerait bien mesurer ça, mais jamais on n'arrivera à avoir de chiffres fiables là-dessus. » Et surtout, on vous dit surtout ça quand on ne sait pas grand-chose et qu'on est en plein brouillard. En fait, être en plein brouillard, c'est plutôt une bonne situation. Parce que quand vous ne savez rien, n'importe quelle information va être meilleure. En fait. Ouais. Et aussi, la connaissance, quelques petites connaissances en stats ou en proba peuvent vous aider. Vous savez, si vous avez un marché, quelle que soit sa taille, et vous faites un échantillonnage
de 5 dedans, de 5, il y a 93,75% de chances que votre moyenne soit à l'intérieur des extrêmes de votre échantillon de 5. Quelle que soit la taille de votre échantillon. Alors par contre, il faut que vos 5 soient bien randomisés, hein, que ça soit assez représentatif. Voilà. Donc ce n'est pas forcément difficile. Et une mesure, en fait, ce n'est pas une connaissance, c'est une réduction de l'incertitude, finalement. Et c'est ça qui est important. Vous n'avez pas besoin d'avoir des choses précises. Si vous avez quelque chose de moins incertain qu'hier, c'est gagné. L'autre bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être très bon. Pourquoi? Parce que ceux à qui vous êtes confrontés, c'est vos concurrents. Et en termes de mesures, le niveau, il est franchement bas. Hein. En tout cas en informatique. Hein. D'autres secteurs, mais en informatique, si vous êtes juste pas trop nul, vous êtes meilleur que les autres. Alors, la valeur économique de cette mesure, justement, c'est ça, c'est se dire, bah, finalement, quand je ne sais pas grand-chose, je vais faire un tout petit truc qui va m'apporter une connaissance, même très partielle, mais tout de suite, la valeur de cette information va être importante. Par contre, quand vous savez beaucoup de choses sur votre marché, vous êtes dans un marché très mûr, eh bien, pour acquérir de l'information, ça va vous coûter très très cher, et du coup, le gain, lui, va être marginal. Alors, deux, trois petits trucs, j'ai plus qu'une minute, je pense, donc je vais aller super vite. Deux, trois petits trucs sur la mesure. D'abord, un premier facteur, c'est la décomposition. C'est un truc assez simple pour arriver à bien mesurer. Le grand spécialiste de ça, c'était Enrico Fermi. Vous savez, le gars qui a eu le prix Nobel. Il posait souvent comme question à ses étudiants, combien y a-t-il d'accordeurs de piano à Chicago? Vous savez comment on calcule ça? Enfin, comment lui le calculait? Il dit, OK, combien d'habitants à Chicago? Il y a 5 millions à l'époque. Combien de foyers? On l'a divisé par 3. Combien en moyenne de foyers ont un piano? 1 sur 10, 1 sur 20. C'est là où la marge d'erreur est la plus grande. Ensuite, un accordeur de piano, combien il peut accorder de piano par jour? Avec déplacement, etc. On va dire 8 à peu près. Combien travaille de jours dans l'année? Combien, avec quelle récurrence un piano a-t-il besoin d'être accordé? Une fois par an. Prenez tout ça, vous arrivez à un nombre, et globalement, vous avez un truc pas déconnant. Donc ça, c'est la décomposition. Quand vous décomposez assez bien, même avec des données intuitives, vous arrivez à mesurer quelque chose, sans aller chercher de la donnée. Vous savez déjà des choses, bah là, comme le coût de l'accordeur de piano. Vous allez, en fait, vous apercevez qu'en réalité, vous avez déjà de la connaissance sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de données disponibles, hein, l'open data, etc. Il faut aller piocher dedans, les API, Facebook, Twitter, etc. Ça va vous donner de l'information. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des petits échantillons sont suffisants. Vous n'avez pas forcément besoin de grand-chose. Ce n'est pas parce que vous avez un marché de 100 000 personnes que vous avez besoin, pour être statistiquement signifiant, d'un échantillon de 10 000. Même avec 5, vous allez avoir beaucoup de choses. Ok, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on a à emporter? D'abord, la valeur n'est pas le revenu, d'accord? Sur le revenu, le facteur temps, c'est un facteur majeur, on l'oublie tout le temps, mais c'est un facteur majeur. La valeur, ça peut revêtir beaucoup de formes, y compris beaucoup de formes qui sont des intangibles. La valeur, c'est une fonction de votre segment de marché. Autant pour le revenu, c'est le temps qui est un facteur prédominant. Pour la valeur, c'est le segment de marché qui est un facteur prédominant. La mesure, c'est un facteur pour diminuer l'incertitude. Mesurer la bonne chose. Si vous ne mesurez pas la bonne chose, c'est pire que de ne rien mesurer. Et une mesure a juste besoin d'être suffisamment bonne, ou pas trop médiocre même, des fois. Ça suffit. Voilà. Donc pour conclure, juste une petite dernière chose. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire de la JWK. Donc là, je vous ai donné, pour vous aider, comment il faut le remplir pour moi. D'accord, hein? Voilà. Et merci à tous.